Personne de ma famille n'est venu à mon dîner de pendaison de crémaillère, après l'achat de ma première maison. Le lendemain matin, maman m'a envoyé un texto pour me demander 5 700 €, afin de payer le loyer de mon frère. Je lui ai envoyé 1 euro. 2 semaines plus tard, papa a garé un camion de déménagement dans mon allée, et il a dit « Ouvre la porte ». Je m'appelle Owen. J'ai 31 ans. Je travaille comme analyste de la chaîne d'approvisionnement, pour une entreprise de logistique de taille moyenne, dont le siège est à Columbus, dans l'Ohio. J'y travaille depuis 6 ans. Je gagne 74 000 € par an, ce qui, je le sais, représente plus que ce que mes parents n'ont jamais gagné. Je le sais parce que ma mère me le disait chaque mois d'avril, lorsqu'elle remplissait sa déclaration d'impôt sur TurboTax, et qu'elle m'appelait pour que je lui explique la partie qu'elle ne comprenait pas. L'analyse de la chaîne d'approvisionnement est, à la base, l'étude de l'échec. On y apprend à se demander où un système se brise, quel transfert d'informations est celui que personne ne vérifie, et où se situe l'écart entre ce que le processus dicte, et ce qui se passe réellement sur le terrain, à 2 heures du matin, quand aucun manager ne regarde. Je suis doué pour ça. Je suis devenu doué très jeune, parce que j'avais une famille qui m'a fourni beaucoup de matière pour m'entraîner. J'ai grandi à Gahanna, dans l'Ohio. Mon père a travaillé dans la construction pendant la majeure partie de sa carrière, et dans la gestion de chantier au cours de ces dernières années. Ma mère, Patricia, a travaillé à temps partiel dans une cantine scolaire pendant 11 ans, puis elle a arrêté quand son dos a commencé à la faire souffrir. Ils ont élevé 2 fils, dans une maison de 3 chambres, située dans une rue où tout le monde se connaissait. Les problèmes financiers y étaient le genre de choses dont on parlait, mais seulement à voix basse. Mon frère, Ricky, a 28 ans, soit 3 ans de moins que moi. Il est drôle, bruyant, et il possède plus de charme naturel, un simple mardi après-midi, que je n'en aurai dans toute ma vie. À divers moments, il a également travaillé comme préparateur de commandes en entrepôt, livreur de pizza, paysagiste, vendeur dans 2 magasins d'électronique différents, promeneur de chiens, et veilleur de nuit dans une station-service, à la sortie de Reynoldsburg. Jamais pour très longtemps. Jamais au même endroit 2 fois. Mes parents ne voyaient pas de schéma répétitif là-dedans. Ils voyaient un jeune homme qui cherchait encore sa voie. Moi, j'y voyais un point de défaillance unique, que toute la famille continuait de contourner, au lieu d'y faire face. Quand j'avais 22 ans, mes parents m'ont demandé de co-signer un prêt automobile pour Ricky, parce que son dossier de crédit était trop faible. J'ai dit non. Mon père a qualifié cela d'égoïste. 3 mois plus tard, la voiture que Ricky avait achetée sans ma signature a été saisie, et mes parents ont remboursé le solde, car l'alternative était bien pire. Je n'ai rien dit à ce sujet. À l'âge de 24 ans, j'ai commencé à construire quelque chose. Cette année de décision spécifique. Je cuisinais à la maison, au lieu d'aller au restaurant. J'ai conduit la même voiture que j'avais à l'université, jusqu'à ce qu'elle affiche 190 000 miles au compteur. J'ai décliné 2 invitations de vacances différentes, venant d'amis du travail, parce que le calcul financier n'était pas encore bon. J'ai mis de l'argent sur un compte épargne, et je n'y ai pas touché. Pas même quand ma mère a appelé pour la facture de gaz. Pas même quand Ricky a eu besoin d'une caution. Pas une seule fois. Et je n'ai pas acheté ma maison en mon nom propre. Dileya Marsh a 54 ans. Elle est mon mentor au travail. Elle l'est depuis ma 2e année dans l'entreprise, et elle est la personne la plus méthodique que j'ai jamais côtoyée. Elle a créé son propre cabinet de conseil en chaîne d'approvisionnement il y a 12 ans, à partir d'un bureau à domicile, et avec un ordinateur portable qu'elle avait acheté reconditionné. Aujourd'hui, elle a 7 employés, 2 bureaux, et une liste de clients qu'elle garde comme un document classé secret. 8 mois avant que j'achète la maison, nous étions dans la salle de pause au travail, et je lui ai dit que je pensais à m'acheter un endroit à moi. Elle a posé son café, et elle m'a posé une seule question. Elle n'a pas demandé la superficie. Elle n'a pas posé de questions sur le marché immobilier. Elle n'a pas interrogé ma cote de crédit. Elle m'a simplement dit, Y a-t-il quelqu'un, dans ta vie, qui pourrait essayer d'accéder à ce que tu possèdes? Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. Nous avons créé la société Westfield Property LLC ce même mois. Dileya est devenue l'agent enregistré, car elle savait exactement ce que cela impliquait. Elle l'avait déjà fait pour 2 autres personnes, dont elle a eu le nom. C'est la LLC qui a acheté la maison. J'en suis l'unique membre. Mon nom personnel n'apparaît dans aucun registre public, du moins pas d'une manière qui donnerait à un membre de ma famille un droit légal,
basé uniquement sur notre lien de parenté. Dileya m'a dit, quand nous signerons l'accord d'exploitation, tu intégreras correctement la maison dans le système, avant même d'avoir besoin que ce système résiste. Pas après. J'ai déposé les documents de la LLC un mercredi après-midi, en janvier. J'ai acheté la maison en août. J'ai envoyé les invitations pour la pendaison de crémaillère en septembre. Les invitations étaient écrites à la main. J'ai utilisé du papier cartonné, avec une bordure simple. J'ai écrit 14 noms. Mes parents, Ricky, 4 cousins du côté de mon père, Terrell et sa femme Brenda. Puis, 2 personnes avec qui j'étais encore en contact régulier, ma tante Gloria et son mari Franck. 2 collègues de travail, Phil Okafor et Andrea Castillo, qui m'avaient remplacé 2 fois lors de semaines difficiles, sans jamais en faire toute une histoire. Dileya. Et enfin, 2 voisins que j'avais rencontrés au cours du premier mois. Harriet Bowman, qui vivait dans cette rue depuis 22 ans, et qui m'avait apporté une assiette de biscuits à mon arrivée. Et un homme nommé Soto, qui travaillait de nuit, et qui m'avait aidé à porter mon canapé le jour du déménagement, sans qu'on le lui demande. J'ai posté les invitations 3 semaines avant le dîner. Celles destinées à la famille sont allées à des adresses que je connaissais par cœur. Le dîner était fixé à un samedi, fin septembre. J'ai préparé une poitrine de bœuf qui a cuit pendant 9 heures. J'ai fait rôtir des pommes de terre, et j'ai préparé des haricots verts à l'ail. J'ai acheté 2 caisses de boissons, et un grand gâteau plat dans une boulangerie sur Morse Road. Il portait l'inscription « Bienvenue à la maison », parce que toutes les autres idées me semblaient excessives. J'ai nettoyé la maison pendant 4 heures, le matin même. J'ai mis la table avec les belles assiettes, que j'avais achetées spécifiquement parce que j'en avais marre de manger dans les 4 mêmes assiettes dépareillées de l'université. J'ai disposé des serviettes. J'ai allumé 2 bougies dans la cuisine. À 18 heures, je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine, et j'ai regardé l'allée. À 19h30, je savais que la famille ne viendrait pas. Dileya est arrivée à 18h15, avec une bouteille de vin, et un torchon qu'elle avait elle-même brodé avec le numéro de ma maison. Phil et Andrea sont arrivés ensemble à 18h30. Phil avec un pack de 6 bières, et Andrea avec une plante grasse dans un pot en terre cuite, accompagnée d'une carte signée par 3 personnes de notre service. Harriet a frappé à 18h45 avec son mari, Martin, un ingénieur civil à la retraite, qui m'a serré la main avec ses 2 mains. Soto s'est pointé à 19h avec une carte. Il m'a dit qu'il ne pouvait rester qu'1 heure avant son service, mais il est resté 1h15. Pas un seul membre de ma famille n'a franchi cette porte. Pas mes parents, pas Ricky, pas mes cousins. Pas même ma tante Gloria, celle qui s'était tenue devant l'auditorium lors de ma remise de diplôme, et qui m'avait dit qu'elle était fière de moi. Une phrase à laquelle je m'étais accroché pendant 7 ans. Nous avons dîné. C'était un bon dîner. La viande était parfaite. La conversation était fluide. Martin a raconté une histoire au sujet d'un pont qu'il avait aidé à concevoir dans les années 1980, et qui s'est avéré comporter une erreur de calcul, que personne n'a remarqué pendant 6 ans. Soto est parti à 20h, et m'a serré la main en sortant. Dileya s'est servi un 2e verre de vin, et a dit à Phil qu'il avait tort au sujet de l'équipe des Bengals. Phil a répondu qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait, et Andrea leur a dit à tous les 2 de grandir un peu. Harriet a ri jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. C'était une bonne soirée. Je veux le dire clairement, et je le pense sincèrement. Mais le lendemain matin, quand je suis descendu, il y avait 14 assiettes en carton empilées sur le comptoir de la cuisine, et 14 gobelets en plastique à côté. Intacts. Je les ai comptés tous les 2, sans le vouloir. C'est ma façon de compter les choses automatiquement, 14 assiettes, 14 gobelets. Je les ai rangés dans le placard. Ensuite, je suis resté immobile près du comptoir, pendant un moment. J'ai pris un bloc-notes, et j'ai écrit la date, ainsi que les noms des personnes qui étaient présentes. Pas pour en faire un drame. J'écris les choses, c'est tout. Je l'ai toujours fait. C'est ma façon de comprendre ce qui s'est passé. Le texto de ma mère est arrivé à 7h42, le matin suivant. Je connais l'heure exacte, parce que j'étais au comptoir avec mon café quand le téléphone s'est allumé, et j'ai regardé l'heure avant de regarder le message. Une habitude professionnelle. Tout horodaté. Le texto disait, Owen, on a besoin d'aide pour la caution du nouvel appartement de Ricky. 5 700 €. Tu peux faire un Venmo aujourd'hui? On a un délai à respecter.
Aucune salutation, aucune mention de la soirée précédente. Aucune reconnaissance que la nuit d'avant ait même existé. J'ai posé le téléphone, face vers le bas, sur le comptoir. Je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine. Il y avait un oiseau sur le poteau de la clôture, dans le jardin. Un oiseau petit et gris, le genre qui n'a pas de nom spectaculaire. Il est resté là pendant près de 2 minutes, complètement immobile. Et puis, il s'est envolé, et a disparu. Je suis resté là, à regarder le poteau vide, pendant un moment après son départ. Ensuite, j'ai repris mon téléphone, et j'ai envoyé 1 euro via Venmo. Je n'ai ajouté aucun message. 4 minutes plus tard, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Elle a rappelé à 8h15. J'ai encore laissé sonner. Mon père a appelé à 9h03. Son message vocal durait 41 secondes. Je l'ai écouté une fois. Il disait que je me comportais comme un enfant. Il affirmait que le calcul était évident, je venais d'acheter une maison, Ricky avait besoin d'un vrai endroit pour vivre, et la famille attendait mieux de ma part. Il a ajouté que j'avais toujours eu plus que ce dont j'avais besoin, et que je le savais. J'ai repassé cette dernière phrase. Plus que ce dont j'avais besoin. Je l'ai écrite sur le bloc-notes posé sur le comptoir. Non pas parce que j'allais en faire quoi que ce soit dans l'immédiat. Mais parce que, dans le travail de la chaîne d'approvisionnement, quand quelqu'un vous explique comment il comprend le système, il vous révèle comment il prend ses décisions à l'intérieur de celui-ci. Cette phrase m'indiquait exactement comment mon père percevait ce que je possédais. Dans son esprit, cela appartenait, du moins en partie, à la famille. La propriété était une idée communautaire, tant que la chose possédée était la mienne. Comprendre cela n'était pas une raison d'être furieux. C'était une raison d'être précis. Je suis allé travailler le lundi. J'ai traité 3 rapports d'escalade. J'ai eu une réunion à 10h au sujet d'un goulot d'étranglement de distribution, dans le réseau du Midwest, qui traînait depuis 6 semaines. À midi, j'ai mangé un sandwich à mon bureau. J'ai appelé Dileya pendant ma pause de l'après-midi, et je lui ai parlé de la crémaillère, du texto, et du euro symbolique. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a demandé, « Comment te sens-tu » J'ai répondu, lucide. Elle m'a dit, « Bien. Garde ça. » Les appels ont continué pendant 7 jours. Ma mère a essayé différentes approches selon les jours, et je veux les décrire, car elles n'étaient pas aléatoires. Elle parcourait une liste d'arguments, de la même façon qu'un vendeur traite les objections, cherchant celui qui obtiendrait un oui. Le 2e jour, c'était la culpabilité, tu n'as même pas cherché à prendre de nos nouvelles. On n'a pas entendu parler de toi depuis des semaines. C'était techniquement exact. Je n'avais pas appelé pendant environ 10 jours avant la crémaillère. Le 3e jour, c'était la logique, Ricky est si près de se stabiliser. Cet appartement est une vraie chance. Il a une piste pour un travail. La piste en question était dans un entrepôt à l'autre bout de la ville. C'était la même catégorie de piste que Ricky avait eu 6 fois auparavant. Le 4e jour, elle m'a dit qu'elle avait parlé à ma tante Gloria, et que Gloria était d'accord pour dire que j'étais égoïste. J'ai appelé ma tante Gloria ce soir-là. Elle a répondu à la 2e sonnerie. J'ai demandé, as-tu dit à maman que j'étais égoïste ? Une pause. Puis, Owen, ta mère m'a dit que tu avais catégoriquement refusé d'aider Ricky, et que tu te coupais de la famille. Elle n'avait pas mentionné de dîner de pendaison de crémaillère. Je lui ai tout raconté. Les invitations postées 3 semaines à l'avance. Les 14 assiettes sur le comptoir. Le texto arrivé à 7h42, le lendemain de cette table vide. Le don d'1 euro. Il y a eu une pause plus longue. Ma tante Gloria a dit, je n'étais pas au courant pour le dîner. J'aurais dû t'appeler moi-même, avant de dire quoi que ce soit à ta mère. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Elle était la première personne de ma famille à dire quelque chose qui ressemblait à des excuses. Je l'ai remerciée. Je lui ai dit que j'étais en train de digérer la situation, et que je la rappellerai bientôt. Ce soir-là, j'ai sorti la liste des invités du tiroir de la cuisine, et j'ai regardé les 4 noms de ma famille. J'ai tracé une ligne droite et unique sur chacun d'eux. Pas de rature, juste un trait net. J'ai remis la liste dans sa chemise, et j'ai rangé la chemise dans le tiroir. Je ne savais pas encore que ce dossier serait lu à haute voix, dans mon allée, devant un adjoint du shérif. Mais je l'ai gardé,
de la même façon que je garde tout. Mon père est venu chez moi un jeudi, 9 jours après la crémaillère. Sans appeler. Il a frappé une seule fois, d'un coup sec. J'ai ouvert la porte. Il portait sa veste bleue. Il a regardé au-delà de moi, à l'intérieur de la maison, pendant un instant. De la façon dont un homme regarde un espace qu'il est en train de calculer. Puis, il m'a regardé. Il a dit, « Tu ne nous as même pas dit que tu achetais avant que ce soit fait. Qu'est-ce que ça dit de toi ?» J'ai reculé et j'ai dit, « Entre. » Il est entré. Il a marché lentement à travers le salon. Il a regardé la cuisine. Il n'a pas dit que c'était une belle maison. Il n'a posé aucune question sur le quartier, ni sur le prêt hypothécaire, ni sur toutes ces choses que les gens demandent normalement. Il a tiré une chaise à la table de la cuisine, sans y être invité, il s'est assis, et il a posé ses deux mains à plat sur la surface de la table. Il a exposé la situation comme un plan logistique. Il a dit qu'il avait parlé à certaines personnes. Selon lui, un fils qui achetait une maison de 3 chambres, et qui vivait seul, avait une responsabilité envers sa famille, quand celle-ci avait besoin d'aide. Que ce n'était pas compliqué. Que Ricky avait trouvé un appartement qui lui plaisait, mais que la caution était trop élevée pour l'instant. Que la réponse la plus simple, c'était que Ricky vienne s'installer chez moi quelques mois, jusqu'à ce qu'il retombe sur ses pieds. J'ai demandé, combien de temps durent quelques mois? Il a répondu, 3, peut-être 6, jusqu'à ce qu'il soit tiré d'affaire. J'ai dit, je vais y réfléchir. Il m'a jeté ce regard, qui signifiait qu'il entendait une tentative de gagner du temps, là où j'exprimais une véritable réflexion. Il a dit, ne prends pas trop de temps. Les liens du sang ne te doivent aucune intimité, oh. Et il est parti. J'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. Je suis resté debout, près du comptoir de la cuisine. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai affiché l'accord d'exploitation de la LLC. J'ai lu la section concernant l'agent enregistré 2 fois. J'ai appelé Dileya. Elle a dit, raconte-moi. Je l'ai fait. Elle a répété, 3 à 6 mois. J'ai dit, c'est ce qu'il a dit. Elle est restée silencieuse pendant environ 4 secondes. Puis elle a dit, Owen, il y a un camion qui arrive. Je ne sais pas quand, mais il y a un camion qui arrive, et je veux que tu aies un plan avant qu'il ne soit là. Pas après. Nous avons parlé pendant 45 minutes. Au moment où j'ai raccroché, nous avions un plan. Mon cousin Terrell m'a appelé le lundi suivant, depuis sa voiture, pendant sa pause déjeuner. Il appelle depuis sa voiture quand il ne veut pas que Brenda entende la conversation, ce qui signifie qu'il est inquiet de ce qu'il s'apprête à dire. Il a dit, il faut que je te raconte ce que ton père a dit chez moi hier soir. J'ai dit, raconte-moi. Il m'a expliqué que mon père était venu dîner, et qu'il avait passé près d'1 heure à expliquer sa position à Terrell et Brenda. Sa position était qu'Owen avait reçu des opportunités, rendues possibles par la famille. Qu'Owen avait bénéficié des sacrifices que la famille avait faits durant son enfance. Qu'aujourd'hui, Owen menait une vie confortable, et choisissait de ne pas étendre ce confort à son frère. Que c'était une défaillance morale, et que la famille attendait mieux de lui. Mon père avait également dit explicitement à Terrell qu'il prévoyait d'aider Ricky à emménager chez moi. Que c'était la solution pratique, puisque j'avais 3 chambres et que je vivais seul, et que la famille avait décidé que c'était la bonne décision. Terrell a ajouté que mon père en parlait comme si la décision était déjà prise. Comme s'il s'agissait d'un problème de logistique, avec une solution qu'il avait déjà validée. J'ai dit, je lui avais pourtant dit que j'allais y réfléchir. Terrell a répondu, il n'entend pas ça comme un peut-être. Il l'entend comme un oui qui n'a pas encore été prononcé à voix haute. J'ai dit, je sais. Une pause. Il a demandé, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai répondu, rien pour l'instant. Je vais le laisser faire ce qu'il a prévu de faire, et je serai prêt quand ça arrivera. Terrell a dit, tu sais déjà ce qui t'attend, n'est-ce pas? J'ai dit, je crois que oui. Il a répondu, très bien, appelle-moi après. Puis, il a ajouté, plus doucement, je lui ai dit que tu avais invité ta famille chez toi, et que personne n'était venu. Il m'a répondu que ce n'était pas un vrai dîner, que c'est juste toi en train de frimer. Je veux que tu saches que je lui ai dit que ce n'était pas une chose à dire. J'ai dit, merci, Terrell. Il a répondu, c'était ta maison. Je veux m'arrêter ici un instant, parce que je pense que c'est la partie que certains d'entre vous comprennent,
sans même que j'aie besoin de l'expliquer. Cette partie où vous êtes assis là, avec l'information de ce qui vous attend, et que vous ne pouvez pas empêcher son arrivée. Vous pouvez seulement vous y préparer. J'ai passé environ 4 jours dans cet état d'esprit. Je savais qu'un camion allait arriver. Je savais ce que mon père pensait faire, et pourquoi il pensait avoir raison. Je connaissais la présence de Dileya, de la LLC, et de la documentation de l'agent enregistré. J'avais le plan. Mais connaître le plan, et vivre avec le poids de ce que cela signifie quand un parent décide que votre vie est à sa disposition pour qu'il la réorganise, ce sont deux choses bien différentes. Elles peuvent d'ailleurs être vraies toutes les deux en même temps. Le plan était solide. Le poids était réel. Un soir, je me suis assis à la table de la cuisine avec un verre d'eau, pas de vin, juste de l'eau, et j'ai repensé à mon père lors de ma remise de diplôme. Il s'était tenu dehors, devant l'auditorium, sous le soleil, il avait posé sa main sur mon épaule et m'avait dit « Je suis fier de toi ». Il le pensait vraiment. Je ne m'étais pas trompé là-dessus. Il était sincère. Et puis, les gens peuvent être sincères, et en même temps se tromper sur votre compte. Ce n'est pas une contradiction. C'est simplement l'entière vérité. Restez avec moi. Le camion arrive, et ce qui s'est passé quand il s'est garé n'est pas ce que les personnes présentes dans cette allée attendaient. Abonnez-vous pour être là quand il arrivera. Le camion est arrivé un mardi matin. Je m'étais levé à 6h30. J'avais préparé du café. J'étais au milieu d'un email professionnel quand j'ai entendu des pneus crisser dans mon allée. J'ai levé les yeux de mon ordinateur, j'ai regardé par la fenêtre de la façade, et j'ai vu le camion Penske se garer. Un 26 pieds, jaune et vert. La voiture de mon père est arrivée derrière. Puis, une camionnette appartenant à Walt Denain, un vieil ami de mon père, qui avait travaillé sur les mêmes chantiers pendant 20 ans. Mon père est sorti le premier. Ricky est descendu de la cabine du camion. Walt et un homme nommé Denny sont sortis de la camionnette. 4 personnes au total. Ma mère était assise dans la voiture de mon père. Elle n'a pas ouvert sa portière. J'ai observé par la fenêtre pendant un moment. Ensuite, je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Mon père a remonté l'allée dans sa veste bleue. Son visage affichait l'expression résolue d'un homme qui avait pris une décision des jours plus tôt, et qui ne faisait maintenant qu'en exécuter les étapes. Il a dit, il faut qu'on parle. Ouvre la porte en grand. Ricky a des cartons. J'ai dit, laisse-moi 1 minute. Il a dit, Owen. J'ai répété, 1 minute. Je suis allé dans la cuisine. J'ai appelé Dileya. Elle a décroché à la 2e sonnerie. J'ai dit, camion de déménagement. 4 personnes. Maman dans la voiture. Un Penske de 26 pieds. Elle a dit, je pars de mon bureau tout de suite. N'ouvre pas la porte plus qu'elle ne l'est. Ne laisse personne entrer dans la maison. Ne discute pas. N'explique pas l'histoire de la LLC. Dis juste que quelqu'un arrive. Je serai là dans 22 minutes. J'ai dit, d'accord. Elle a ajouté, Owen, tu t'en sors très bien. J'ai le dossier avec moi. Tiens bon. Je suis retourné à la porte d'entrée. J'ai dit, quelqu'un qui est lié à la propriété est en route. J'ai besoin de 20 minutes. Mon père a répondu, c'est une affaire de famille. Nous n'avons pas besoin de gens de l'extérieur. J'ai répondu, elle n'est pas de l'extérieur. S'il te plaît, attends. Il m'a dévisagé. Cette phrase, liée à la propriété, n'avait aucun sens dans son esprit. Il entendait bien que cela ne signifiait pas ce qu'il voulait que ça signifie, mais il n'arrivait pas encore à la situer. Il a croisé les bras et a fait un pas. Ricky avait fini son sandwich. Il se tenait près du camion, les mains dans les poches de sa veste, regardant la maison avec une expression qui n'était pas tout à fait de la culpabilité, ni tout à fait du vide. Quelque chose entre les deux, que j'ai reconnu. Il savait, quelque part, que tout cela n'était pas tout à fait normal. Mais il était venu quand même, parce que mon père avait dit que c'était bon, et que Ricky s'était toujours dirigé dans la direction que mon père lui indiquait. Walt s'est assis sur le pare-choc du camion. Denny s'est appuyé contre la camionnette. Ma mère est restée dans la voiture. Je suis rentré à l'intérieur, et je me suis tenu près du comptoir de la cuisine. J'ai bu le reste de mon café froid. J'ai regardé le bloc-notes sur le comptoir, avec la date et les 14 noms. Ensuite,
j'ai attendu. Dileya est arrivée au bout de 19 minutes. Elle conduisait sa Camry blanche, et elle s'est garée sur le trottoir, pas dans l'allée. Elle est sortie avec un seul dossier sous le bras. Elle a remonté l'allée menant à la porte à une allure normale. Elle n'a pas jeté un regard au camion. Elle a marché directement vers mon père. Elle s'est présentée, prénom et nom de famille. Elle a déclaré qu'elle était l'agent enregistré de Westfield Property LLC, et qu'elle était présente à ce titre. Mon père a lâché « Quoi ?» Elle l'a répété, en décomposant chaque phrase. Cette propriété appartient à Westfield Property LLC. Owen est le membre unique de cette LLC. Je suis l'agent enregistré. Aucune personne ne peut emménager ou établir sa résidence dans une propriété appartenant à une LLC, sans le consentement écrit du représentant autorisé de cette LLC. Le visage de mon père est passé par 3 états, très rapidement. La confusion, puis l'irritation, et enfin l'expression si particulière d'un homme qui vient de réaliser que le sol sous ses pieds ne correspond pas à la carte qu'il avait en tête. Il a rétorqué, Owen a acheté cette maison. Son nom est dessus. Dileya a demandé, souhaitez-vous voir l'acte de propriété enregistré? Elle a ouvert le dossier, et a brandi l'acte des 2 mains, tourné vers l'extérieur. Walt s'est penché en avant, depuis le pare-choc du camion, et a commencé à lire. Il a lu toute la première page. Ensuite, il s'est redressé, et a regardé mon père avec une expression qui n'était pas tout à fait de la confusion, ni tout à fait autre chose. Mon père s'est exclamé, tu as mis ça en place pour nous garder en dehors de ta vie. J'ai répondu, j'ai mis ça en place 8 mois avant que tout ceci n'arrive. Avant la pendaison de crémaillère, avant le texto pour les 5700 €. Avant que tu ne viennes à ma porte avec un plan pour attribuer une chambre à mon frère. Il a demandé, qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai répondu, ça veut dire que c'est de cette façon que j'ai acheté une maison. Un point c'est tout. Sa voix est montée d'un ton. Il a lancé, tu es notre fils. Tu as grandi dans notre maison. Les liens du sang ne te doivent aucune intimité. Nous sommes une famille, et tu te tiens là comme si nous étions des étrangers en train d'essayer de te voler. Dileya est intervenu, Monsieur Price, c'est une affaire d'ordre légal. Maintenant, si des cartons sortent de ce camion et entrent sur cette propriété, sans le consentement écrit de la LLC, cela constitue une intrusion illégale. Je vais vous demander de rester là où vous êtes. Pendant que je passe un appel. Mon père l'a regardé. Il m'a regardé. Puis, il a prononcé la fameuse phrase. Il a dit, on pensait juste que tu voudrais aider ton frère à démarrer. C'est ce que font les familles. De toute façon, tu as toujours eu plus que ce dont tu avais besoin. J'avais écrit cette phrase 6 semaines plus tôt. Je savais qu'elle allait arriver. Pourtant, j'ai quand même ressenti son impact. Pas comme une blessure. Plutôt comme la dernière pièce d'un puzzle, qui vient confirmer la forme que vous saviez déjà présente. J'ai dit, je sais que tu crois ça, papa. Rien d'autre. Dileya a glissé la main dans le dossier. Elle en a sorti la liste des invités, ce papier cartonné avec ses 14 noms, et ses 4 lignes droites barrant ceux de ma famille. Elle a déclaré, il y a encore une chose que je veux documenter devant témoin. Elle a brandi la liste pour que mon père, Walt et Denny puissent la voir. Elle a poursuivi, le 14 septembre, Owen a organisé un dîner de pendaison de crémaillère à cette adresse. Il a posté des invitations à 14 personnes, y compris à 4 membres de sa famille immédiate. Aucun des membres de la famille n'était présent. Le lendemain matin, à 7h42. Un texto est arrivé sur le téléphone d'Owen, lui réclamant 5700 €. Nous avons ce texto. Nous avons cette liste. Les 2 font partie d'un dossier documenté. Walt a regardé la liste. Il a regardé mon père. Il a regardé le camion. Il a dit doucement, Earl, tu n'es pas allé à la pendaison de crémaillère du garçon. Mon père s'est défendu, ce n'est pas la question. Walt a rétorqué, il me semble que si, un peu. Personne n'a ajouté un mot. Dileya a passé son appel. Elle a appelé la ligne non urgente du shérif, depuis l'allée, d'une voix normale, devant tout le monde. Elle a expliqué la situation. Un camion de déménagement sur une propriété détenue par une LLC. L'agent enregistré était présent, et refusait son consentement. Des objets n'avaient pas encore été sortis du camion, mais l'intention était claire.
Elle demandait qu'un agent vienne confirmer le statut légal. Elle a donné l'adresse. Elle a remercié le répartiteur, et a rangé son téléphone dans la poche de son manteau. Mon père a lâché, « Tu as appelé la police pour ta propre famille. » J'ai répondu, j'ai demandé à un adjoint de confirmer ce que dit l'acte de propriété. Ce sont deux choses différentes. Ma mère était finalement sortie de la voiture. Elle se tenait près de la portière passager, les bras le long du corps, sans s'avancer vers nous. Elle observait, tout simplement. L'adjoint est arrivé en 14 minutes. Il avait un peu plus de 30 ans, l'air calme, avec un carnet à la main, et aucune urgence particulière dans son expression. Il a d'abord parlé à Dileya. Elle lui a montré l'acte de propriété, le certificat de la LLC, et la documentation de l'agent enregistré. Il a lu chaque document. Il a noté quelque chose, puis, il a marché en direction de mon père. Il lui a dit, « Monsieur, cette propriété est détenue par une LLC, et non par un individu. » L'agent enregistré est présent, et a déclaré qu'il n'y a aucun consentement écrit permettant à quiconque d'emménager ou d'établir sa résidence ici. Si vous tentez de le faire sans ce consentement écrit, cela constitue une intrusion illégale. J'ai besoin que vous compreniez cela très clairement. Mon père a regardé l'adjoint. Il a regardé la maison. Il a regardé le camion. Il s'est dirigé vers le camion, et a ramassé un carton posé sur le haillon ouvert. Sur la boîte, le prénom Ricky était écrit au marqueur noir. Il est resté planté là, en la tenant. Puis, il l'a reposé. Il l'a reposé sur le haillon, a gardé la main dessus pendant un moment, puis il s'est dirigé vers sa voiture et y est monté, sans un regard pour moi. Je l'ai observé s'installer au volant. Ricky s'est approché de moi, les mains dans les poches de sa veste. Il a regardé la maison, puis il m'a regardé. Il a dit, « Owen, mec, franchement. » Je lui ai répondu, « Ricky, je veux que tu aies un endroit stable où vivre. Je le pense vraiment. Mais tu ne peux pas emménager dans ma maison sans me le demander d'abord. Tu ne me l'as pas demandé. Personne ne me l'a demandé. Il y a une vraie différence entre poser la question et se pointer avec un camion Penske. » Il a regardé ses pieds. Il a marmonné, « Papa a dit que tu finirais par accepter. Il a dit que tu le faisais toujours, tôt ou tard. » J'ai dit, « Je sais que c'est ce qu'il pensait. » Ricky est remonté dans le camion. Walt est venu me voir avant de partir. Il a 60 ans, et il est bâti comme un homme qui a porté des charges lourdes toute sa vie. Il s'est tenu devant moi un moment, sans rien dire dans l'immédiat. Puis, il m'a dit, « Ton père est mon ami depuis 25 ans, mais ce qu'il a essayé de faire ici, aujourd'hui, ce n'était pas bien. » J'ai répondu, « Je sais. » Il a ajouté, « Pour ce que ça vaut. » Et il est monté dans sa camionnette. Le camion est parti en premier. Denny a suivi dans la camionnette. La voiture de mon père est restée dans l'allée pendant 6 minutes, moteur éteint. Je pouvais voir ma mère sur le siège passager, en train de regarder son téléphone. Ensuite, mon père a fait marche arrière. Il n'a pas regardé la maison en s'éloignant. L'allée était vide. Dileya se tenait à côté de moi. Elle a demandé, « Ça va ?» J'ai répondu, « Ouais. » Elle a insisté, « Tu es sûr ?» J'ai dit, « Non, mais ça va aller. » Elle a souri, c'est une réponse honnête. Elle m'a tendu le dossier contenant l'acte de propriété, la liste des invités, et les papiers de la LLC, puis elle est allée à sa voiture. Je suis rentré à l'intérieur. Mon café était de nouveau froid. Les retombées secondaires sont arrivées en environ 72 heures. C'est rapide pour une famille qui assimile les choses si lentement. Mon père a raconté sa version à ma tante Gloria le soir même. Dans sa version, j'avais utilisé des documents d'entreprise pour chasser ma propre famille de ma maison. J'avais choisi une étrangère avec des papiers légaux, plutôt que mon propre sang. Il ne reconnaissait plus celui que j'étais devenu. Ma tante Gloria m'a appelé. Je lui ai raconté la version exacte, la LLC, ce qu'est un agent enregistré et pourquoi c'est important. Dileya, l'adjoint du shérif, et cette boîte que mon père avait ramassée, puis reposée. Elle a écouté tout cela, sans m'interrompre une seule fois. Puis elle a résumé, Earl n'est pas allé à ta pendaison de crémaillère, et ensuite, il a conduit un camion de déménagement jusqu'à ta porte, en s'attendant à ce que tu l'ouvres. J'ai dit, oui. Elle est restée silencieuse. Puis elle a repris, Owen,
ton père ne voit pas ce qu'il fait. Il ne l'a jamais vu. J'observe ça depuis 35 ans, et je ne sais pas comment l'expliquer, si ce n'est qu'il croit sincèrement que c'est lui qui est lésé dans cette histoire. Elle a fait un nouveau silence. Ensuite, elle a ajouté, je suis désolé de ne pas avoir été au dîner. J'ai laissé la version de ta mère s'installer dans ma tête trop longtemps, et je te dois mieux que ça. Je lui ai répondu que cela comptait beaucoup pour moi qu'elle me dise ça. Ma tante Gloria a passé des appels après avoir raccroché. Pas pour crier sur qui que ce soit, mais pour raconter la version exacte aux personnes qui avaient reçu la version inexacte. Elle l'a dit à Terrell, elle l'a raconté à 2 autres cousins. Elle en a parlé à 2 personnes de son église, à qui mon père s'était adressé directement. Ce fameux récit que mon père construisait depuis des mois. Celui où j'avais plus que ce dont j'avais besoin, et où je devais à la famille le remboursement d'une dette que je n'avais jamais consentie. Ce récit s'est heurté aux faits, et s'est arrêté net. Les faits étaient simples. J'avais envoyé des invitations. Personne de la famille n'était venu. À 7h42 le lendemain matin, une demande de 5700 € était arrivée. Quand ma réponse a été 1 €, un camion de déménagement a débarqué. Terrell m'a appelé 2 jours plus tard. Il m'a dit, ton père a arrêté son discours. J'ai demandé, quel discours? Il a précisé, celui sur ce que tu leur dois. Il le sortait partout. Chez Gloria. Chez moi. Et chez Walt, apparemment. Une pause. Walt lui a dit d'arrêter. J'ai répété, Walt? Terrell a confirmé, Walt lui a dit que tu avais invité ta famille chez toi, qu'ils n'étaient pas venus, et qu'ensuite, ils avaient débarqué avec un camion. Il a dit que ce n'était pas une dette accumulée par Owen. C'était un choix fait par Earl. Walt. Un homme avec qui j'avais dû avoir, tout au plus, 3 vraies conversations au cours de la dernière décennie. J'ai demandé, comment mon père a-t-il pris la chose? Terrell a répondu, en silence. Il est devenu très silencieux. Ma mère m'a envoyé un texto la semaine suivante. Elle disait être désolée si les choses avaient dégénéré. Elle a ajouté qu'elle espérait que je prenais soin de moi. Elle n'a pas précisé de quoi elle était désolée exactement. Elle n'a pas mentionné le camion de déménagement, ni la crémaillère, ni les 5700 €, ni le euro. Je lui ai répondu par texto, j'espère que les choses vont s'arranger pour vous. Prends soin de toi. Je le pensais sincèrement. Mais je n'ai pas appelé non plus. Ça fait maintenant 7 mois. Je vis toujours dans cette maison. C'est toujours la LLC qui en est propriétaire. Dileya est toujours l'agent enregistré. Et l'acte de propriété dit toujours ce qu'il dit. J'ai transformé la 3e chambre en bureau. J'ai acheté un vrai bureau, le genre que je regardais dans les vitrines à 26 ans, en me disant, un jour. Il y a une étagère sur le muret, et une lampe assez puissante pour pouvoir lire en dessous. Le soir, quand le travail est terminé, je m'y assieds pour lire, ou bien je regarde par la fenêtre, vers le jardin. Ma tante Gloria est venue dîner en mars. Elle a amené Frank, ainsi qu'une bouteille provenant d'un vignoble des Finger Lakes qu'elle apprécie. J'ai préparé la même poitrine de bœuf. Nous sommes restés assis à la table de la cuisine pendant près de 3 heures. Frank a raconté une histoire sur un voyage de camping en 1987. Un séjour qui avait complètement mal tourné, d'une manière qui, rétrospectivement, était tout à fait évitable. Gloria a ri à tel point qu'elle a dû poser son verre. C'était le dîner que j'avais prévu en septembre. Il avait simplement fallu plus de temps pour qu'il se concrétise. Terrell est venu en janvier avec Brenda et leurs 2 enfants. Sa fille a 7 ans, elle a découvert le comptoir de la cuisine, et a commencé à dessiner sur une assiette en carton, avec un feutre sorti de son sac à dos. Son fils a 4 ans, et s'est endormi sur mon canapé environ 12 minutes après leur arrivée. C'était la fois où la maison a été la plus bruyante depuis mon emménagement. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte de la cuisine, et j'ai repensé aux 14 assiettes en carton que j'avais rangées dans le placard. Phil et Andrea sont venus 2 fois pour regarder des matchs de football. Harriet me fait un signe de la main tous les matins, quand elle promène son chien devant chez moi, et je lui réponds depuis mon porche. Soto est passé le mois dernier pour m'emprunter une perceuse, et nous avons fini par discuter pendant 1 heure de tout et de rien. Exactement comme le font des voisins, quand il n'y a pas d'arrière-pensée. Mon père ne m'a pas contacté. Je ne passe pas mon temps à m'interroger là-dessus. Il est dans la même maison où j'ai grandi. J'espère qu'il va bien.
Mais je ne m'attends pas à ce que le téléphone sonne. Ricky a trouvé une chambre dans une colocation, à 3 miles de là, grâce à une de ses connaissances d'un bref passage dans un entrepôt. Ma tante Gloria prend parfois de ses nouvelles. Il ne m'a pas appelé. Je pense qu'il est plus embarrassé qu'en colère. Ce sont deux choses différentes, et l'une d'elles pourrait, un jour, mener quelque part. La liste des invités est dans le tiroir de la cuisine. Elle n'a pas été jetée, elle a été archivée. Le dossier contenant l'acte de propriété, le certificat de la LLC, et ce papier cartonné avec 14 noms et 4 lignes droites barrant la famille. Tout cela repose dans le tiroir de la cuisine. Coincé entre les menus des plats à emporter, et la lampe de poche que j'ai achetée en emménageant. Je l'ai sortie une fois, environ un mois après l'incident dans l'allée. J'ai regardé les 4 noms raturés pendant environ 1 minute, puis je l'ai remis à sa place. Ce n'est pas une blessure que je garde ouverte. C'est un document, et c'est par les documents que je comprends ce qui s'est passé. Voici ce que j'ai appris. Je veux le dire sans détour. Il y a des gens dans votre vie qui regarderont ce que vous avez construit, et qui calculeront ce qui leur est dû là-dessus. Ils le feront avec la plus grande sincérité. Ils ne mentent pas, quand ils affirment que vous avez plus que ce dont vous avez besoin. Ils y croient fermement. Ils y croient depuis si longtemps, que cette croyance ressemble à une équation mathématique. C'est cette croyance qui pose problème, pas la malhonnêteté. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un d'abandonner une croyance qui l'arrange. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est construire les choses correctement, avant même d'en avoir besoin. Mettez en place la structure. Sachez qui est votre agent enregistré. Gardez la paperasse dans une chemise, fermée par un élastique. Documentez les invitations que vous avez envoyées. Conservez le texto qui est arrivé le lendemain matin. Non pas parce que vous préparez une guerre. Mais parce qu'une personne calme, avec le bon dossier entre les mains, n'est jamais la cible facile que l'on croyait. Le camion est parti. L'allée était vide. Mon café était froid sur le comptoir quand je suis rentré. J'ai préparé une nouvelle cafetière. Je l'ai bu en me tenant à la fenêtre de la cuisine. J'ai regardé le poteau de la clôture, là où cet oiseau s'était posé 2 semaines plus tôt, le matin où le texto était arrivé. Il n'y avait plus rien maintenant. Juste le poteau, le jardin, et un banal mardi matin. Ce qui était amplement suffisant. C'est tout ce qu'il y a à dire. Une liste d'invités, un camion de déménagement, et un dossier qui racontait exactement où se trouvait la vérité. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.